la Madrid, à la Madrid, à la Madrid. Salut, moi c'est Xavier. Salut, moi c'est Aslan. Je suis corse. Je suis russe. Et je suis supporter du FC Barcelone. Et moi je suis fan du Real Madrid. Alors justement Aslan, il y a une question que je me pose depuis longtemps, et notamment depuis que je t'ai rencontré. Comment devient-on fan du Real Madrid ? Comment est-ce possible ? Déjà, 1, c'est le plus grand club de l'histoire de football. Et 2, personnellement je suis tombé amoureux quand j'avais 9 ans et j'ai vu le but de Zizou en 2002 à Glasgow contre Bayer Leverkusen. Et toi Xavier, comment se fait-il que tu te retrouves sur le côté obscur de la force ? Alors si je peux me permettre, il me semble que pour juger de la grandeur d'un club, il faut s'intéresser à son palmarès. Et en l'occurrence, le club qui a remporté le plus de trophées dans l'histoire du football, c'est le club Blaugrana. De mon côté, c'est à l'âge de 10 ans, en 1994, que j'ai eu mon premier coup de cœur pour le club. Une défaite 4-0 à Athènes en finale de Ligue des Champions, mais le début d'une très grande histoire d'amour. Et c'est pour cette raison qu'on a décidé de créer le podcast, pour vous parler de la passion pour notre maillot et de la haine contre celui de l'autre. Et ces mots ne sont pas trop forts, puisque l'on parle ici de la plus grande rivalité de l'histoire du football, et probablement du sport dans son ensemble. C'est une rivalité qui va au-delà de terrain de foot. C'est une rivalité politique. C'est une rivalité idéologique. Et, n'ayons pas peur des mots, rivalité biblique. Amen. Mais alors Xavier, je trouve ça assez drôle que toi t'es tombé amoureux avec Barcelone après une défaite en finale de Ligue des Champions. Parce que nous, au Real Madrid, depuis 40 ans, on sait pas ce que c'est. Bien écoute, je crois que c'est l'occasion de te parler de mon histoire avec le club. Comme pratiquement tous les gamins là d'où je viens, j'adorais le foot. J'avais vraiment une passion pour ce sport. Et comme tous les gamins, mon amour du club est avant tout venu par les stars. Le Barça, à l'époque, c'était Romario, c'était Stoichkov, c'était Laudrup. On est à l'époque de la Coupe du Monde 94 et j'ai vraiment été marqué par ces joueurs-là, notamment Romario qui était mon héros à l'époque. Le deuxième élément qui m'a mené vers le Barça, c'est la grandeur du club. C'était déjà un club légendaire qui jouait la Coupe d'Europe tous les ans. D'ailleurs, c'est le seul club qui a joué la Coupe d'Europe tous les ans depuis leur création. C'était un club qu'on voyait à la télévision, en Champions League, qui gagnait des trophées. Donc voilà, c'est le deuxième élément qui m'a mené vers le Barça. La troisième étape, c'est l'adolescence. Quand je découvre l'histoire politique du club, il y a une forte résonance chez moi avec ma culture, la situation de l'île. Donc il y a une vraie passerelle qui se crée et je pense que le véritable lien avec le club se fait à ce moment-là. Et enfin, le cœur de tout ça, c'est évidemment le style de jeu, les valeurs du club, ce côté de jouer l'offensive, le côté spectaculaire, où il est plus important de marquer plus que l'adversaire plutôt que de ne pas prendre de but. C'est les principes de Cruyff qui dit que oui, le spectacle est parfois plus important que le résultat. Les passes courtes, des petits joueurs techniques et pas des Golgoth de 2 mètres. Enfin voilà, tout ça c'est le foot que j'aime. Une équipe où la formation est très importante et d'ailleurs qui d'autre a pu aligner 11 joueurs du centre de formation en Champions League dans le football moderne. Enfin voilà, je pense que j'ai fait le tour rapidement de tout ce qui me plaisait dans ce club. En tout cas, merci Aslan de nous avoir rappelé que vous n'aviez pas perdu de finale depuis plus de 40 ans, en Champions League en tout cas. Ça me fait penser à une autre statistique, je crois que vous n'avez pas gagné de triplé depuis plus de 100 ans. Eh ben écoute, c'est tout à fait vrai, on n'a pas gagné de triplé depuis plus de 100 ans, mais c'est pas pour cette raison-là que j'ai commencé à être supporter de Real Madrid. C'est à peu près les mêmes raisons que tu as signalées tout à l'heure, en fait. À l'époque, quand j'étais petit, en 2002, Real avait beaucoup de joueurs spectaculaires comme Raúl, Zinedine Zidane, Roberto Carlos, Casillas, qui venait juste de commencer quasiment sa carrière au Real Madrid. Donc quand tu vois les joueurs comme ça sur le terrain, évidemment, tu commences à non seulement les supporter, mais supporter aussi le club pour lequel ils jouent. Pas pour les gens comme toi qui sont supporters de Barça, j'imagine, mais bon. En plus de ça, une fois que j'ai commencé à être fan de Real Madrid, je me suis plus approfondi dans l'histoire du club et j'ai découvert beaucoup de personnalités comme Bernabéu, comme Di Stefano, comme Raimon Kopa, comme Juanito, et la liste est très très longue, comme pour Barcelone d'ailleurs, mais je ne vais pas nommer tout le monde parce que ça va prendre trop de temps.
Et bon, à l'époque, bien évidemment, quand t'es petit, ce qui est aussi important et ce qui est intéressant pour toi, c'est les trophées que le club gagne. Et à l'époque, Real a gagné la Champions League. La saison d'après, ils ont gagné la Liga. Et même quand ils n'ont pas gagné, à l'époque de Galacticos, ça a toujours joué au beau football, même quand on a perdu, comme les matchs contre Séville, où on a perdu 1-6 contre José Antonio Reyes à l'époque, en 2004. Même dans les matchs comme ça a joué au beau football avec David Beckham, avec Zidane, avec Ronaldo, avec Figo, votre bon copain des Barcelonais. Et donc, toutes ces raisons, c'est ça ce qui m'attire dans ce club. Ça me fait très plaisir que tu parles de ce match contre Séville, c'est en effet un très bon souvenir. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, le Real Madrid, c'est vraiment du beau football. D'ailleurs, peut-être le plus beau match dont je me souvienne, c'était un match du Real Madrid, voilà, je te l'avoue. C'était un 5-0. Ouch du Barça contre le Real. Alors comme on vous a souvent mis 5 buts, je vais essayer d'être un peu plus précis pour te rafraîchir la mémoire. C'était en novembre 2010, c'était le premier Classico entre Pep et Mourinho. Et donc oui, c'était un match d'une intensité, d'une qualité footballistique incroyable, à tel point que des DVD avaient été distribués en France par le journal L'Équipe. C'était le match du siècle. Et c'est bien que tu parles de l'époque de Guardiola et Mourinho parce que je m'en souviens très très bien pour une simple raison, parce que c'est évidemment Monsieur Mourinho qui a dégagé Pep Guardiola de l'Espagne en gagnant le Classico qui m'a plus marqué dans ces derniers temps. C'était le Classico en avril 2012 quand on a gagné 2-1 avec le but de Khedira, comme par hasard, et le but de Ronaldo. Et quasiment grâce à ces buts-là, on a gagné la Liga 2012 avec 100 points. Le premier club qui a fait ça dans l'histoire de la Liga. Bon, tu nous as beaucoup parlé des victoires en Champions League, mais j'ai l'impression que cette année, tu vas plutôt t'attarder sur l'Europa League. Eh ben écoute, malheureusement, il y a une probabilité que ça peut nous arriver la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine, d'ailleurs, dans quelques jours. C'est très bientôt le match contre Mönchengladbach. Donc oui... Ces derniers temps, ça marche pas très très bien dans notre équipe, les résultats sont pas très très bons. Heureusement, on a gagné à Séville ce dernier match avec le but de Vinicius, pas vraiment le but de Vinicius, mais le but conséquent de gardien de Séville. Merci beaucoup Boudou. Mais par contre, en Champions League, oui, on fait pas trop bien des choses comme d'habitude des Zizou fait. Pour le coup là ça marche pas très bien avec l'Inter Milan, ça on était bon, mais les Ukrainiens, je ne sais pas, en étant russe, ça me touche 2 fois plus, voilà, si je peux me permettre. Et en Liga pareil, juste avant la Séville on a perdu à Di Stefano contre Alaves 2-1. En plus, avec les erreurs de Courtois et les erreurs de Varane, ça commence à être un peu compliqué, ça commence à être énervant. Mais c'est le début de la saison, un peu compliqué, et j'espère qu'on va pouvoir récupérer plus tard. Moi, j'ai particulièrement apprécié votre prestation contre le FC Valence, qui est une équipe quand même très solide cette saison. Qui joue le maintien, quoi. Mais à votre niveau. Mais écoute, contre Valence, tout simplement... Florentino Pérez, il a juste oublié d'aller visiter la salle de VAR, quoi. Oui. Juste avant le match, tu vois, c'était un peu trop compliqué. Donc tous les 3 pénaltys, c'était évidemment il n'y avait pas pénalty, surtout sur le Ramos. Oui, il a touché la malle avec sa main, mais bon. Et alors, ça arrive à tout le monde. Il n'a pas fait exprès, tu vois, c'est ça l'essentiel qu'il faut retenir. Et les arbitres, ils n'ont pas été débriefés comme il faut avant le match. Donc voilà, 3 pénaltys. C'était... on n'avait pas de chance ce jour-là. Mais sinon, franchement, je pense que l'équipe manque un peu de rythme en attaque. L'équipe aussi a pas mal se faire à cause des blessures, à cause du coronavirus. Donc ces derniers temps, c'était assez compliqué. Niveau de jeu aussi, c'est pas très très spectaculaire. On n'arrive pas à retrouver comment exactement ils veulent jouer, comment exactement il faut se comporter sur le pitch. Et c'est ce qui est compliqué ces derniers temps, c'est ce qui nous manque. C'est de la puissance en attaque.
les jeunes Brésiliens, ils sont pas stables. Malheureusement, Rodrigo et Vinicius, ça peut faire un match de fou, comme Rodrigo qui sort contre Inter et marque un but au bout de 15 secondes. Et après, il fait un match contre Séville où il disparaît du terrain et pendant 80 minutes, on ne le voit pas. Donc malheureusement, c'est la régularité qui nous manque aussi et qui ne permet pas de gagner des matchs plus souvent. C'est intéressant. Donc en brésilien, Vinicius, ça veut dire tocard, mais en russe, ça veut dire pas stable. Ok, écoute, je le note, c'est un élément linguistique important. Évidemment, Vinicius, c'est une star qui va être Ballon d'Or d'ici quelques années. Donc je le dis avec toute sincérité et je le dis avec tout mon cœur, j'y crois. Sauf s'il y a Mbappé qui arrive l'été prochain, là pour le coup, ça va être lui le Ballon d'Or. Donc voilà, voyons ce que ça donne toute cette histoire. Mais Vinicius, j'y crois encore. Il a que 20 ans, il est tout jeune, il est tout, comme tu as dit, je ne sais pas quel mot as-tu utilisé, c'était... Tocard. Ah bah voilà, tocard, elle est un peu, oui, on peut le dire comme ça, si tu préfères. Moi, je préfère pas stable, tu vois. Manque de stabilité. Alors Xavier, là, je vois bien pourquoi tu es fan de Barça, c'est un simple manque d'éducation. Est-ce que tu savais pas que la langue brésilienne, ça n'existe pas ? Mais ok, en parlant du football, en revenant sur football, dans le camp de Barça, ça va pas beaucoup mieux que dans le camp Real Madrid. Bon, je ne répondrai pas à vos bassesses, monsieur Pérez. Mais c'est vrai qu'en ce moment, bon, si on parle que de la Liga, ça va pas très bien cette saison. En même temps, on a une situation dans le club qui est un peu compliquée depuis cet été. Je sais pas si tu as suivi parce que vous n'étiez pas à Lisbonne. Mais ça a été un peu dramatique pour le Barça là-bas. Et depuis, ça a fait quand même éclater une crise vu qu'aujourd'hui, on a plus de vrais présidents. On a des élections qui arrivent dans un peu plus d'un mois là, maintenant. Et oui, la Liga, c'est l'enfer. Donc voilà, on est très très irrégulier. Et je parle bien de la Liga, hein, parce qu'en Champions League, nous, on se demande pas si on va peut-être se qualifier si Marcus Thuram ne marque pas mercredi. On est déjà qualifié, on est tranquille. On se demande juste combien de buts d'écart on va battre la Juve de Ronaldo, ton héros, cette semaine. Mais oui, voilà, pour revenir à la Liga, on a perdu ce week-end contre Cadiz, qui va peut-être être champion après avoir battu le Real et le Barça. Negredo va aller chercher le Graal cette année. Et nous, on est très irrégulier, c'est-à-dire qu'on est capable de faire des très très belles performances. On en a fait quelques-unes cette saison à domicile. Oui, pas dans le Classico, oui, ne me regarde pas comme ça. Mais voilà, que ce soit Retafe, que ce soit là, donc contre Cadiz, on reproduit des matchs où des erreurs individuelles nous plombent. Donc là, on pensait avoir touché le fond contre l'Atlético, mais non, c'était bien ce week-end. Le deuxième but est un modèle du genre, avec le contrôle magnifique de l'anglais et le dégagement encore plus spectaculaire de Ter Stegen. Mais voilà, c'est un peu l'histoire de notre saison, c'est-à-dire qu'on a des bonnes phases, mais qu'on a du mal à revenir dans les matchs après les coups durs, après ce genre d'erreurs individuelles. Ce qui explique notre classement, où pour l'instant on n'est pas encore passé devant vous, mais j'y crois. Ce n'est que le mois de décembre, une fois qu'on aura récupéré nos 2 matchs en retard, on filera comme des fusées vers la 3e place de Liga. Vers la Segunda, ok, parfait. Mais j'ai une autre question pour toi d'ailleurs, en parlant des tocards, parce que tout à l'heure tu m'as posé des questions sur Vinicius. Martin Braithwaite, est-ce que c'est votre meilleur numéro 9 depuis Kubala ? Alors Martin Braithwaite, c'est clairement notre meilleur numéro 9 cette saison, ce qui est pas mal, sachant que tout le monde s'est moqué de nous quand on l'a signé l'hiver dernier. Mais quand on compare à Jovic, qui était votre recrutement phare, qui a coûté, rafraîchis-moi la mémoire, 80 millions d'euros, c'est bien ça ? 60. 60, ok. Bon. Ben oui, nous pour 3 fois moins, on a eu Martin Braithwaite,
qui marque des buts en Champions League, ce qui vous serait bien utile cette saison. Écoute, qui fait le taf en numéro 9. Et ça fait très plaisir de voir à quel point il est apprécié par ses coéquipiers et son comportement sur le terrain, parce que bien qu'il soit potentiellement beaucoup moins fort techniquement que certains de ses partenaires, dans l'envie est totalement irréprochable et peut-être, oui, en route vers le Ballon d'Or. Allez Martine. Il est possible, oui, le Ballon d'Or, c'est heureusement qu'il a été annulé cette année, parce que sinon je pense que ces 4 buts, ces derniers matchs, les personnes n'auraient aucune chance. Mais par contre, j'ai encore une question pour toi, donc sachant que vous avez un numéro 9 tellement formidable, est-ce que vous pensez recruter encore une fois l'été prochain ou même cet hiver un attaquant à 150 millions? Il y a Olivier Giroud qui a un fin de son contrat, donc 90 millions, et Chelsea le lâche, je pense, parce que sachant que vos recrutements à 100 millions ça marche tellement bien avec Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Coutinho et la compagnie, vous pouvez tenter encore une fois une belle chose. Je dirais que nos recrutements à 100 millions nous ont quand même permis de remporter la Liga beaucoup plus souvent que vous ces 10 dernières années. Mais bon, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie. Mais en tout cas, oui, pour répondre à ta question, tout est possible puisque les élections ont lieu le 24 janvier au Barça et que comme tu le sais, quand les futurs présidents se battent, ils promettent toujours des Galacticos, mot qui t'est cher. Et donc oui, on voit fleurir dans les journaux, là, à peu près toutes les plus grandes stars sont amenées à signer au Barça au mois de janvier. Même si on est fauché, tout est bon pour faire des voix. Bon, revenons sur un sujet un peu plus sympa, comme Luis Figo, un joueur qui a quitté Barcelone pour rejoindre le meilleur club du monde, Real Madrid, en 2000. Et d'ailleurs, lui, il n'était pas seul, il y avait aussi Mikel Laudrup qui a fait ça dans les années 90. Oui, et puis il y avait surtout Samuel Eto'o ou Luis Enrique. Ah, Luis Enrique, le fameux Luis Enrique qui a quitté Real Madrid en 1996, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Qui était un bon joueur, qui était un joueur très très polyvalent. Une légende. Une légende, ça dépend pour qui. En effet, ça dépend pour qui. Mais à Riron, le club de son cœur, là où il a commencé, c'était déjà une légende. En tout cas, c'était peut-être la plus belle promesse du football espagnol à cette époque avec Kiko. D'ailleurs, on se rappelle que pour sa dernière saison avec le Sporting Riron, où il jouait d'ailleurs en attaquant de pointe, il va gagner les JO à Barcelone. Et surtout qu'à la Liga, elle a marqué 14 buts, donc ce qui est bien pour un jeune attaquant. Et après, donc le Real Madrid l'a bien remarqué et a payé 1 500 000 € pour lui, ce qui est à cette époque-là, ce qui était pas mal. Que le Barça ne voulait pas payer parce qu'il pensait qu'il n'était pas prêt pour ce type de club. Ce qui se traduit par « ils n'avaient pas d'argent ». Donc, on le signe à 1 500 000 et il commence directement à être utilisé par les différents coachs, mais pas tout à fait comme attaquant central. Il a été utilisé sur tous les postes qui existent sur le terrain, sauf le défenseur central. Et le gardien. Et le gardien, oui, exactement. Mais quand même, en 5 saisons qu'il a fait au Real Madrid, il a joué plus de 200 matchs, 213 pour être plus précis, mais par contre, il a marqué presque autant de buts qu'en une saison à Sporting, donc c'est que 18 buts, mais encore une fois, c'est lié au fait qu'on a décidé de faire de lui un 6, en 8, en tout ce que tu veux, sauf un attaquant central. Donc, un peu ce qu'on a fait de David Beckham à l'époque de Galacticos. On avait décidé de faire un Makelele ou un Tony Kroos d'aujourd'hui de Beckham à l'époque. Et ça n'a pas trop marché. Et donc, après la saison 95-96... c'est là qu'il devient une légende en signant dans le plus grand club du monde, le club de ses rêves, le FC Barcelone, où il devient une pièce maîtresse de l'équipe, où il remporte beaucoup de trophées, notamment des trophées européens, ce que il n'avait pas pu faire chez vous. Est-ce que tu peux préciser combien de trophées il a remporté de 1999 à 2004 ? Je vois pas de quoi tu veux parler.
Donc oui, ça devient une vraie légende. Il s'impose par sa technique, par sa polyvalence, parce que comme tu l'as bien souligné, il pouvait jouer à tous les postes. Il était aussi bon du pied gauche que du pied droit, mais également de la tête. D'ailleurs, le Real Madrid se souvient de ses buts de la tête dans le Classico. Mais c'est surtout son caractère qui le fait adopter auprès de ses coéquipiers et des socios, parce que c'est évidemment jamais facile de quitter le Real Madrid pour le Barça ou faire le chemin inverse, et lui va devenir vraiment un chouchou du Camp Nou, par ses prestations, par son attitude sur le terrain, par ses célébrations assez magiques contre le Real Madrid. Donc oui, ça devient un leader, un vrai leader de cette équipe, qui pourtant ne manque pas de stars, parce qu'il va jouer au fil des ans avec Ronaldo, avec Rivaldo, avec des ballons d'or, et c'est un inamovible, vraiment un pilier du Barça à cette époque-là. D'ailleurs, ses statistiques avec le Barça sont bien meilleures qu'avec le Real, puisque là il va jouer près de 300 matchs et marquer la bagatelle de 100 buts sur cette période. Sachant que oui, ce garçon ne jouait pas en neuf pur, mais était baladé sur le milieu de terrain et le fond de l'attaque. Donc oui, c'est à cette époque-là qu'il va s'imposer comme une légende du club. Finalement, en 2004, après avoir rien gagné pendant 5 ans, Luis Enrique décide de finir sa carrière et il décide également de devenir un coach. Et c'est le FC Barcelone qui va revenir. Comme Pep avant lui, il va reprendre l'équipe B. Et ça va être 3 années de succès pour lui et pour l'équipe. Il va mener donc l'équipe réserve jusqu'à la 2e division, ce qui est quand même un exploit, avec un effectif dont on connaît beaucoup de joueurs encore aujourd'hui, puisqu'en défense il a aligné Marc Bartra, au milieu il avait les frères Alcantara et Sergi Roberto. Et pour ceux qui s'en souviennent, devant il avait Nolito. Donc voilà, sa période au Barça est couronnée de succès avec le Barça B. Et puis il rejoint en 2011, en été 2011 pour être plus précis, il rejoint l'AS Roma en Italie. Il fait, si on peut le dire, un next step dans sa carrière. Mais malheureusement, vu que AS Roma était à cette époque-là un peu en période de construction d'une nouvelle équipe, ça n'a pas trop bien marché, donc il a été viré assez rapidement. Mais tout ça pour rejoindre l'équipe de Celta en Espagne, où d'ailleurs il retrouve son ancien joueur qui est Nolito, et avec qui il fait quelques belles saisons pour finalement revenir au Barça. Et là les Madrilènes s'en souviennent tous, et dès sa première saison réaliser un nouveau triplé. Donc 2 triplés de plus que le Real Madrid dans toute son histoire. Mais en tout cas, voilà, il revient au Barça en 2014, va rester 3 ans avec l'équipe, remporter pas mal de trophées tous les ans, et surtout créer une ligne d'attaque inoubliable, la fameuse MSN, où il réunit Léo Messi, Luis Suarez et Neymar. Et c'est lui qui s'assoit sur le banc pour cette fameuse soirée dite de la remontada, qui fera plaisir à nos amis parisiens. Ah, la remontada, comme si on ne connaissait pas ce mot avant Luis Enrique. Les gens qui connaissent le foot connaissent bien ce que c'est la remontada. Et les fans de Real Madrid aussi, également. Donc je suis désolé, mais c'est pas vous qui ont inventé ce mot. Je dois intervenir tout de suite sur ça. Et en plus, en parlant des triplés, quand on veut gagner quelques Ligues des Champions consécutifs, on va parler des trophées et des triplés aussi si tu veux. Je vois pas de quoi tu veux parler. Je vois que ça te met pas de bonne humeur de parler des succès de Luis Enrique au Barça, donc on va changer de sujet et on va plutôt parler de son expérience actuelle, puisqu'il est sélectionneur de la Roja depuis 2 ans maintenant, avec un intérim forcé au milieu. Eh bah oui, il a foulé à Roja l'équipe nationale qui a en gros dominé le football international pendant quelques années de 2008 à 2012 et qui est actuellement en crise, si on peut le dire comme ça, depuis... En reconstruction. Eh bah, c'est comme ça que vous l'appelez la crise à Barcelone. Nous, on l'appelle une crise, donc on est plus réaliste que vous. Je ne sais pas, tu peux l'appeler comme tu veux, mais c'est un peu la crise quand même depuis
depuis le départ de Del Bosque, depuis le départ de quelques joueurs principaux. Mais si tu veux, on commence un peu plus loin dans l'histoire. On commence avec la première grande compétition qu'ils ont gagnée, c'est l'Euro 64. Exactement, où ils étaient portés par des stars de l'époque. Gento, que tu connais bien, qui a un palmarès assez ridicule. Luis Suarez, qui a été Ballon d'Or, qui a notamment joué au Barça et à l'Inter. Et oui, donc un premier succès sur l'échelle mondiale pour la Roja, mais qui sera suivi d'une longue période de disette. Comment d'ailleurs tu expliques cette période de disette ? Eh ben écoute, à l'époque, il y avait pas mal de soucis, notamment avec les talents espagnols qui n'arrivaient pas à avoir du succès au niveau international, qui étaient assez performants dans les clubs, mais quand même, surtout la rivalité Barcelone-Real Madrid n'a pas permis à ces joueurs d'être aussi performants au niveau international, même si dans les années 80, ils avaient quand même une bonne équipe qui a pas mal performé à la Coupe du Monde 1982. Donc ils avaient une belle équipe. 1986 pareil, avec surtout les joueurs de Real Madrid comme Michel, comme Butragueño. Mais malheureusement l'équipe de Belgique était plus forte cette année-là. Et en tout cas elle a été éliminée par un grand Maradona en demi-finale. Donc je pense que l'Espagne n'ira pas plus loin, même si il pouvait arriver au niveau de demi-finale. Mais en tout cas depuis... Ils ont trouvé un peu plus de réussite dans les années 90, mais... Ouais, c'est vrai que les clubs espagnols dominent vraiment le football européen depuis les années 90, très largement. Pourtant, la Roja n'arrivait pas, à part si on oublie le Mondial 94, ça reste quand même très difficile de 96, Le mondial, c'est 94. 94, pourquoi 94 je sais pas, mais je pense que t'étais pas né en fait à cette époque-là. J'avais un an, ça va. Voilà. Ça va, c'était l'Euro 96, pardon. Et comme aujourd'hui, visiblement, t'étais déjà ivre. Mais oui, donc au mondial 94, où ils sont sortis par l'Italie après quand même des belles perfs. Mais c'est vrai qu'on est régulièrement déçus. Ils sont d'ailleurs surnommés à l'époque les champions du monde des matchs nuls, puisqu'ils sont injouables à l'époque de Clemente. Mais que ce soit en 98, que ce soit en 2002, en 2000, il y a toujours des déceptions. Et ça va changer. Tout ça va changer par plusieurs facteurs. Déjà l'arrivée d'un nouveau coach, qui est Luis Aragonés, bien sûr, la star d'Atlético Madrid à l'époque d'être joueur, et au final, quand il arrive, il commence à intégrer plus de joueurs plus jeunes, plus de joueurs un peu moins expérimentés, et en 2006 aussi, après la défaite contre l'Irlande du Nord, il dégage certaines stars, comme Raoul par exemple, malheureusement. Ça brise encore mon cœur, mais bon. Malheureusement, pas pour le palmarès espagnol, là on peut dire plutôt heureusement. Eh ben, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que quand même, après ce départ de l'équipe nationale espagnole, il a quand même fait quelques bonnes saisons, surtout à Schalke, une fois qu'il était parti de Real Madrid, encore une fois, ce qui brise mon cœur. Schalke, c'est quoi? C'est le grand club allemand avec lequel il est allé en demi-finale de Ligue des Champions 2011. Donc attention monsieur, c'est pas que la Barcelone qui va en demi-finale de la Ligue des Champions. Donc il a remporté un trophée de demi-finale de Ligue des Champions. Ok, exactement. Donc, en effet, c'est un très très grand joueur, on aime beaucoup Raoul. Et donc le deuxième élément de succès, comme tu l'as dit, c'est qu'il fait arriver de nombreux jeunes joueurs, et notamment un milieu de terrain qui commençait à faire les beaux jours du FC Barcelone et qui va faire les beaux jours de la Roja, le duo Xavi-Iniesta, avec d'un côté le chef d'orchestre, celui qui sera élu meilleur joueur de l'Euro 2008, premier trophée international depuis donc 40 ans pour la Roja, et de l'autre le casseur de ligne, le héros, le petit fantôme, celui qui marquera le but décisif en finale du Mondial 2010, Andrés Iniesta. Et donc sous l'impulsion de ces jeunes joueurs qu'il va intégrer, de ce milieu exceptionnel, et d'un autre élément, c'est-à-dire qu'il va arriver à faire la paix entre les joueurs quand ils arrivent en sélection. C'est-à-dire que les joueurs du Real et les joueurs du Barça peuvent jouer ensemble, ce n'est plus la guerre. Même si le 11 est dominé par une majorité de joueurs du Barça, il y a des tauliers du Real Madrid qui sont là dans cette équipe.
Et bien bien sûr, c'est grâce à ces joueurs-là exactement que l'Espagne au final gagne l'Euro 2008 et surtout la Coupe du Monde 2010. Si tu te rappelles bien, à la grosse parade que Casillas fait face à Robben en finale de la Coupe du Monde. Je me rappelle du but de Puyol en demi-finale, du but de Iniesta en finale, mais non, Casillas, je vois pas qui c'est. Bah tu vois, Casillas, c'est un gardien qui a cassé en deux buts ce tournoi-là, que deux buts, et tous les deux buts c'était en phase de poule contre la Suisse, le fameux match qu'ils ont perdu à cause de Sarah Carbonero, apparemment. Donc si on fait confiance aux rumeurs, et après le deuxième but c'était contre Chili, donc c'est pas énormément de buts encaissés au final, et donc ce qui fait partie aussi, une grosse partie de ce succès, c'est les joueurs de Real Madrid, même si j'avoue que la plupart c'était à la Barcelone et le foot de Pep Guardiola finalement qu'il a instauré au sein de votre club. Et donc cette série merveilleuse se poursuit en 2012 où l'Espagne devient la première sélection à remporter 2 fois l'Euro consécutivement et la première sélection à remporter 3 trophées internationaux consécutivement avec une Coupe du Monde au milieu. Et eux qui avaient été critiqués en 2010 pour un jeu moins spectaculaire et dit plus défensif, alors que c'était quand même, pour ceux qui s'en souviennent, du très beau jeu où le ballon circulait très vite avec en effet peu de buts marqués mais des matchs intéressants. Là en 2012 c'est un festival qui se traduit par le 4-0 en finale contre l'Italie. D'ailleurs je fais un petit clin d'œil à Anto pour ce magnifique souvenir, et qui est à ce jour la plus large victoire dans une compétition internationale, en finale d'une compétition internationale. Que se passe-t-il après cette série de victoires, parce que l'équipe paraît invincible, donc là on est sur une période de 4 ans où ils remportent absolument tout et ils dominent largement leurs adversaires. Qu'est-ce qui se passe à la Coupe du Monde 2014 où ils arrivent avec un statut de favori? La Coupe du Monde 2014, à l'avis personnel, et à mon avis c'est un avis qui est partagé par pas mal de monde, c'est le fait que l'équipe commence à vieillir, c'est aussi le fait que Pep Guardiola part de Barcelone, et c'est aussi l'arrivée de José Mourinho à l'époque qui a un peu séparé les joueurs de Barcelone et de Real Madrid, qui a créé plus de tensions qu'avant, que Del Bosque par exemple arrivait à un peu gérer au sein de l'équipe lors de la Coupe du Monde 2010 et lors de l'Euro 2012, mais même à l'Euro 2012 ça se voyait déjà que c'était plus la même équipe, même s'ils ont fait un tournoi extraordinaire. Mais alors, déjà à la Coupe du Monde 2014, on voit qu'il y a pas mal de changements, mais par exemple comme Casillas, qui est plus à l'époque titulaire au Real Madrid depuis 1 an et demi, est quand même titulaire lors de la Coupe du Monde, et on voit pas mal de stars de Barcelone qui sont aussi soit à la fin de leur carrière, soit ne sont plus là, comme Puyol par exemple. Je pense que tu peux nous en dire plus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont en fin de cycle. Tu vois que c'est les dernières saisons de Xavi au plus haut niveau. Et ce qui se passe à la Coupe du Monde 2014 se poursuit à l'Euro 2016, où là on est sur un changement profond sur l'effectif de la Roja. Donc en effet, il s'est passé, malgré le triplé du Barça, ça te dit quelque chose? Non, ça ne me parle pas du tout. Hein. On est toujours sur une phase de reconstruction intense, donc Del Bosque est toujours là, et il a résisté à l'élimination de 2014. Et là, nouvelle déception, puisque l'Espagne va sortir en 8e de finale contre l'Italie. Un effectif de l'Italie qui est complètement oubliable, c'est-à-dire qu'il y a très très peu de stars, c'est assez incroyable. L'Italie qui va poser des problèmes et d'ailleurs sortir en quart au penalty contre l'Allemagne. Vraiment, l'Espagne sur le papier est beaucoup plus forte que l'Italie, mais voilà, entre les tensions, les joueurs en fin de cycle et les jeunes un peu trop tendres, donc l'équipe n'est plus performante. Et à nouveau, en 2018, chez toi en Russie, l'Espagne va connaître une énorme déception. Pour une simple raison, parce que le président de la fédération espagnole décide de virer le Petegui 2 jours avant le début de la compétition. Beau gosse. Pour une raison incompréhensible, pas du tout incompréhensible, parce que Real Madrid, qui a invité le Petegui, était prêt à payer 2 millions d'euros à la fédération espagnole. Et bien sûr que oui.
Pourquoi tu me dis que c'est non? C'est vrai, c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, Lopetegui est viré, il y a Hierro qui vient de le remplacer, qui n'a pas du tout d'expérience de coach, et surtout de coach de cette grandeur-là, d'être coach de l'équipe nationale d'Espagne, c'est quand même un poste assez important et assez responsable, disons comme ça. Lui, il était juste assistant d'Ancelotti lors de la saison où on perd tout quasiment. Et effectivement, quand vous faites une saison énorme avec Luis Enrique, oui, je le dis, je l'avoue. Et donc, évidemment, avec cet effectif-là et avec ce coach-là, ils font un tournoi qui est très très faible. Ils sont sortis par mes compatriotes en huitième de finale en penalty. Et là, pour le coup, c'est le jeu qui est je pense que le plus détestable qu'on peut voir. C'est la forme de football de Guardiola, sauf que la balle avance pas du tout. Et ça fait une sorte de handball avec les passes, avec 1000, je crois qu'ils ont fait un peu plus de 1000 passes lors de ce match-là. Sauf que je pense que juste 10% de ces passes étaient en avant. Mais c'est assez symptomatique justement de l'échec, du déclin de cette sélection. C'est-à-dire qu'ils veulent toujours faire du tiki-taka, qui est peut-être la forme de football la plus difficile à mettre en place de façon efficace. Mais comme ils n'ont pas les joueurs pour ça, ils n'ont pas les schémas tactiques pour ça, on va assister à 120 minutes contre la Russie d'une extrême pauvreté, où, comme tu l'as si bien dit, c'est l'essuie-glace, où le petit meneur du Real Madrid, Isco, va toucher le ballon, je pense, 200 fois dans le match, mais ne va jamais faire une passe vers l'avant. Donc voilà, et là, il y a une prise de conscience à ce moment-là en Espagne. Donc Hierro ne poursuivra pas l'aventure, ce qui ne nous surprendra pas. Et c'est donc Luis Enrique, le grand Luis Enrique, qui reprend la sélection avec une mission quasiment impossible, réussir à reconstruire cette équipe tout en proposant du jeu et en étant performant dans les grands tournois. Et donc pendant 2 ans, il va être très critiqué, si on oublie l'intérim Moreno, jusqu'à ce match très récemment, le dernier match de la Ligue des Nations pour la qualification, où ils vont rencontrer l'Allemagne, qui est exactement dans le même schéma qu'eux, c'est-à-dire une équipe qui a eu énormément de succès, qui a dominé le football mondial pendant de nombreuses années, mais qui est dans un choix de remplacer les cadres, les joueurs qui sont vieillissants pour faire émerger une nouvelle génération, qui a des difficultés dans ses résultats et dans son jeu. Et ce match va accoucher d'une énorme gifle. L'Espagne de Luis Enrique l'emporte par 6-0, se qualifie, met l'Allemagne dans une colère noire et va jouer donc la phase finale de la Ligue des Nations l'année prochaine. Donc la prochaine étape, c'est cet Euro qui arrive cet été, s'il n'est pas encore une fois reporté. Est-ce que tu penses que Luis Enrique peut mener l'Espagne à un nouveau succès et renouer avec l'âge d'or de cette équipe? Eh ben franchement, à mon avis, si Luis Enrique arrive à jouer comme ils ont joué contre l'équipe d'Allemagne, et ils arrivent bien à intégrer l'ancienne génération comme Ramos, comme Alba, comme Carvajal, et en plus ajouter à ça les joueurs très jeunes qui jouent actuellement et qui sont très très bons, comme Ferran Torres qui a marqué 3 buts contre l'Allemagne et qui joue pas mal à Manchester City, et comme Ansu Fati qui a été très performant avec la Barcelone avant sa blessure. Maintenant il est blessé, j'espère pour vous qu'il revient assez vite, parce que quand même il ne faut pas être trop chiant et dire que j'espère qu'il reste blessé pendant un petit moment. On est tous en train de prier. Voilà, donc en tout cas j'espère bien qu'il revient fort, et ça va faire du bien pour l'équipe d'Espagne, parce qu'il était très performant avec l'équipe nationale ici, pas seulement avec la Barcelone. Donc je pense que si Luis Enrique arrive à garder ce jeu-là qu'il a déjà instauré, je pense qu'ils peuvent réussir lors de l'Euro. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, j'espère aussi que oui, il a un énorme vivier de joueurs à sa disposition, il en a testé beaucoup, il commence à avoir une idée de sur qui il peut compter, de ce qu'il veut mettre en place. Je pense que c'est quand même encore un peu tôt pour aller gagner cette compétition, parce qu'il y a des équipes justement très fortes qui tournent depuis plusieurs années. Évidemment la France qui a toujours le même effectif, ils sont tous en pleine forme, notamment Raphaël Varane qui est incroyable dans les 2 surfaces de réparation, on l'a vu cette année avec le Real Madrid. Injouable.
Donc oui, il y a des équipes très très fortes. Après, ils peuvent créer la surprise. Et puis de toute façon, sur une compétition comme ça, et vu la saison qu'on est en train de vivre, on aura des surprises. Donc écoute, ça me ferait très plaisir que Luis Enrique réussisse avec la Rora comme il a réussi avec le Barça. Il va offrir beaucoup de plaisir aux Espagnols et aux amateurs de football en général. Donc voilà, c'est tout ce que je lui souhaite. Donc on en a fini pour aujourd'hui. Merci Aslan, merci maman de nous avoir écoutés. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Je te remercie également Xavier, et donc notre rivalité s'arrête jamais. Mais la semaine prochaine, on aura aussi un guest qui va nous parler d'une nouvelle grande équipe française. Donc à la semaine prochaine à tous. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid.